Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger tête la première au cœur de l'ingénierie sociale moderne. Et on va parler d'un sujet à la fois fascinant et franchement assez terrifiant, le piratage d'appareils en temps réel. On va décortiquer ensemble l'anatomie d'une arnaque ultra sophistiquée, celle du braquage virtuel par de faux conseillers. Allez, c'est parti. Pour bien commencer, écoutez ce témoignage d'une victime lors d'un incident à Drancy. Cette personne raconte, je cite, lettres interchangées dans les mails et les textos, appli bloquée, validation impossible, comme si, en face, il y avait quelqu'un. Ça donne des frissons, non? Ce n'est pas juste un petit virus automatisé qui tourne discrètement. C'est la sensation super angoissante de vivre une attaque informatique en direct avec un vrai humain de l'autre côté de l'écran. Alors voici notre plan de match pour comprendre cette menace. 1. On va voir les symptômes d'un piratage actif. 2. Le fameux piège du faux conseiller. 3. Comment repérer ces outils de contrôle à distance. 4. La stratégie d'isolement. 5. Les gestes d'urgence absolue. Et 6. Le vrai but de ces pirates. On attaque tout de suite avec la première section, les symptômes d'un piratage actif. C'est un peu le fantôme dans la machine. Comment savoir si on est visé? Eh bien, il y a des anomalies visuelles qui ne trompent pas. Imaginez la scène, on tape au clavier et les lettres s'inversent toutes seules. Ou bien des applications se ferment d'un coup sans aucune raison. Pire encore, on essaye de valider un paiement légitime et ça échoue en boucle. On a vraiment l'impression tenace que quelqu'un d'autre tient la souris. Et devinez quoi? C'est le cas. Un attaquant est littéralement en train de manipuler la machine en temps réel. Ce qui nous amène à la section numéro 2, l'arnaque du faux conseiller. C'est-à-dire comment ces pirates arrivent à s'introduire. C'est dingue de voir comment ils réussissent à créer une fausse confiance à partir de rien. Tout commence par un coup de fil, soi-disant super urgent. L'escroc se fait passer pour la banque, l'assurance maladie ou le support technique. Ensuite, boum, le faux diagnostic. On nous annonce qu'un compte est bloqué ou qu'on a un énorme virus. La panique monte. Et là arrive la solution miracle. Pas de panique, installez juste ce petit logiciel et on règle ça. C'est à la seconde précise où l'on accepte que le piège se referme. Et bien sûr, l'objectif derrière tout cinéma, c'est de piquer de l'argent. Dès que le faux conseiller prend le contrôle, des débits hyper suspects commencent à popper sur le compte en banque. On voit souvent des liblés du genre help.mosso.ai juste après le coup de téléphone. En gros, dès qu'ils ont un pied dans la porte, ils valident des virements ou nous abonnent à des services dans notre dos. Passons à la section 3. On va regarder de plus près leur arme principale, les outils de contrôle à distance. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que les pirates n'inventent souvent pas de malware ultra complexe. Ils utilisent des logiciels totalement légitimes à la base, des outils comme AnyDesk ou TeamViewer que des millions de personnes utilisent tous les jours pour le télétravail ou le support informatique. C'est normal. Sauf que ces mêmes applications se transforment en armes redoutables si on les installe suite au coup de pression d'un inconnu au téléphone. L'outil du quotidien devient un cheval de Troie. Du coup, comment on fait la différence entre un vrai technicien et une attaque? C'est vital de le savoir. Voici les immenses drapeaux rouges. D'abord, on installe le logiciel uniquement parce qu'une personne nous donne des instructions au téléphone. Ensuite, des fenêtres de validation de paiement surgissent de nulle part. Autre signe flagrant, on perd le contrôle de la souris, qui se met à bouger de manière saccadée. Et surtout, on n'a jamais pu vérifier la véritable identité de la personne qui appelle. Si tout ça s'aligne, stop. Ce n'est pas de l'assistance, c'est une intrusion. Section 4. L'escalade et le danger terrible de l'isolement. Pour bien capter la violence de la chose, regardons ce cas réel qui s'est produit dans le 19e arrondissement de Paris. La chronologie fait froid dans le dos. Minute 1, le compte Gmail de la victime est verrouillé. Minute 5, la box internet est coupée à distance, plus de Wi-Fi. Minute 10, les pirates se mettent à appeler les proches de la victime en usurpant son identité. Tout ça en même temps. Cette coordination militaire, ça nous prouve un truc essentiel. C'est un braquage ultra organisé. Les attaquants pratiquent ce qu'on appelle l'isolement actif. En bloquant les mails et en coupant les communications, ils s'assurent d'avoir le champ totalement libre pour vider les comptes. La victime se retrouve coincée, incapable de se défendre, de joindre sa banque ou de prévenir sa famille. C'est l'œuvre d'un véritable réseau criminel. Ok, on passe à la section 5, les actions d'urgence. Comment on s'en sort? Règle absolue. Si on se rend compte que le curseur bouge tout seul après un appel douteux, il y a un seul réflexe à avoir et c'est dans la seconde. Il faut déconnecter le réseau physiquement. On ne cherche pas à fermer la fenêtre, on arrache le câble Internet de l'ordinateur, on éteint la box ou le Wi-Fi ou on passe l'ordinateur en mode avion. C'est le seul moyen de trancher instantanément le lien entre la machine et le pirate. Une fois le câble arraché et l'hémorragie stoppée, il y a exactement 6 actions à faire dans la foulée. Avoir une checklist très précise, c'est ce qui permet d'agir vite et d'éviter que la panique ne prenne le dessus. Voici la marche à suivre.
Dans cet ordre. 1. Appelez la banque. Mais attention, on compose uniquement le numéro qui est au dos de sa carte bancaire, jamais un numéro reçu par SMS. 2. Contactez son opérateur mobile pour éviter toute fraude sur la carte SIM. 3. Vérifiez avec le fournisseur Internet qu'aucun changement n'a été fait sur la box. 4. Prévenir ses proches en urgence par un autre canal. 5. Lancer la récupération de sa boîte mail principale, comme Google. Et 6. Garder précieusement toutes les preuves. Et là, attention, une règle d'or encadre toutes ces étapes. Absolument toutes ces actions d'urgence et surtout les changements de mot de passe doivent être faits depuis un autre appareil. Il faut emprunter un téléphone sain ou l'ordinateur d'un proche. L'appareil qui a été ciblé initialement est totalement compromis. On ne peut plus lui faire confiance pour taper un mot de passe. Nous voici à la dernière partie de notre explication, la section 6, la vérité sous-jacente ou le concept de rotation totale. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Un ordinateur infecté ou un système planté, en soi, ce n'est pas le vrai butin des attaquants. Le véritable trésor qu'ils visent, c'est notre identité numérique tout entière. C'est garder un accès permanent à nos boîtes mail, à nos réseaux sociaux et bien sûr à nos comptes en banque. C'est pour ça qu'il faut absolument appliquer ce qu'on appelle la rotation totale des secrets. Pour faire simple, formater le disque dur de son ordi, ça ne sert strictement à rien si on ne change pas les serrures en ligne. Il faut remplacer tous ces mots de passe, mais aussi révoquer les accès développeurs et effacer les cookies de session. C'est comme se faire voler ses clés. Rependre la porte d'entrée ne servira à rien si le voleur a toujours le trousseau dans sa poche. D'ailleurs, si on veut récupérer des fichiers sur la machine infectée avant de tout effacer, la règle technique est draconienne. On ne sauve que des données personnelles, en mode lecture seule. Des photos, des vidéos, des documents textes, c'est tout. Il ne faut jamais, au grand jamais, sauvegarder des fichiers exécutables ou des scripts, sinon c'est la garantie de réinviter discrètement le logiciel malveillant dès qu'on va tout réinstaller. Côté paperasse, c'est pas très fun, mais c'est primordial. Il faut tout garder. Les relevés bancaires, screener les SMS suspects, noter l'heure exacte à laquelle le faux conseiller a appelé. Tout ça permet de monter un dossier pour déposer une plainte officielle. Et cette plainte, c'est souvent l'unique moyen de mettre la pression sur la banque pour se faire rembourser les sommes volées. Pour conclure ce décryptage, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion. Si un simple coup de téléphone inattendu qui nous pousse à installer un outil de contrôle à distance peut anéantir toute une vie numérique en seulement 10 minutes, à quel point notre identité repose-t-elle finalement sur un seul mot de passe ou un seul appareil? C'est une vulnérabilité vraiment colossale. Repenser notre façon de nous protéger, ce n'est plus un luxe, c'est vital. Merci d'avoir suivi cette analyse, soyez prudents et gardez l'œil ouvert en ligne.